Il y a des grands efforts qui sont faits pour intégrer les étudiants qui ont des troubles sensoriels comme la surdité, la cécité. Depuis 1982, il y a des services très bien développés. Les personnes qui ont un trouble moteur ou les personnes comme la paraplégie ou les personnes qui sont en fauteuil roulant. Et aussi les personnes qui ont un trouble organique comme le syndrome de Down, par exemple. Alors, aujourd'hui, on ne parlera pas de ces personnes-là parce que ces personnes-là, on est rendu pas mal bon. Il y a toujours matière à amélioration, mais les élèves aujourd'hui, les étudiants qui nous posent le plus de difficultés sont ceux qui ont des troubles plutôt plus ou moins invisibles. On les appelle souvent les troubles invisibles, mais ils sont vraiment plus ou moins invisibles. Alors, c'est de ceux-là dont on va parler aujourd'hui. Je suis envoyée ici par l'Association québécoise des troubles d'apprentissage, qui est un organisme qui s'occupe particulièrement des troubles d'apprentissage. C'est un des troubles dont on va parler, mais je vais étendre un petit peu plus ce dont on va parler aujourd'hui parce que je me rends compte que des fois, on ne comprend pas clairement ce qu'est un trouble d'apprentissage et ce que n'est pas un trouble d'apprentissage et on ne comprend pas clairement les distinctions entre les différents troubles. Il y en a beaucoup et c'est nouveau pour nous. Puis on n'a pas été, comme enseignants, formés pour travailler avec ces étudiants-là. On n'a pas eu ça dans notre formation, la plupart d'entre nous en tout cas. Alors, ce que je vous propose donc aujourd'hui, c'est de soulever certains mythes et certaines réalités rapidement, de vous parler des différents troubles. Quels sont-ils, ces troubles qu'on dit invisibles-là? Quels sont les accommodements, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour eux dans un établissement d'enseignement, dans une classe, pour les aider à mieux réussir. On va parler du contexte aussi sociologique, du contexte légal qui nous oblige donc à donner une chance à l'intégration et à l'inclusion de ces élèves-là dans nos établissements puis dans nos classes. Et on va parler finalement du côté plus humain, la divulgation, la personne qui ne veut pas le dire, qui est gênée, qui veut être anonyme après avoir passé le primaire, le secondaire, arrive en formation professionnelle, arrive au cégep, puis elle a juste le goût de passer inaperçu, surtout quand ça ne paraît pas. Il y en a pour qui ça ne paraît pas du tout. Et on va terminer avec une petite conclusion. Est-ce que vous faites une différence entre un trouble d'apprentissage, par exemple, ou une difficulté d'apprentissage? Donc, une difficulté, tout le monde en a. Dans notre vie, on en a dans un domaine ou un autre. Un trouble, c'est quelque chose qui est diagnostiqué, mais qui est surtout permanent. Donc, la personne ne va pas s'en débarrasser. Il n'y a pas de remède pour guérir des troubles dont on va parler aujourd'hui. Il y a des adaptations, il y a des remèdes pour soulager certains symptômes, dans certains cas. Et il y a aussi surtout des stratégies que la personne va avoir à développer tout au long de sa vie et à utiliser tout au long de sa vie. Donc, l'école, la formation professionnelle, le cégep particulièrement, ces deux établissements, ces deux institutions-là vont devoir aider l'étudiant. Ce sont des bons laboratoires pour aider l'étudiant à développer des stratégies qu'il va pouvoir utiliser sur le marché du travail éventuellement. Alors, ce que ne sont pas les troubles d'apprentissage, donc ce ne sont pas, ça n'a rien à voir avec la capacité intellectuelle, avec le manque de motivation, avec des problèmes psychosociaux, par exemple le décès d'un grand-parent, une séparation, un incendie, des choses qui nous arrivent à tous. Alors, ce n'est pas lié à ça. Les facteurs socio-économiques, ça n'a rien à voir avec la richesse ou la pauvreté, ni avec les différences culturelles ou linguistiques. Alors, il n'y a pas plus de personnes qui ont des troubles dans une société ou dans une autre, règle générale. Ça n'est pas lié non plus aux faibles antécédents scolaires. Alors, ce n'est pas toutes les personnes qui ont des faibles antécédents scolaires, des faibles notes au primaire, qui vont se retrouver avec des troubles d'apprentissage ou qui ont des troubles d'apprentissage. Les effets éventuels, on le comprendra, l'effet le plus dévastateur, c'est sur l'estime de soi, sur la performance, bien sûr, mais sur l'estime de soi surtout. Écriture illisible, difficulté à faire des calculs, difficulté avec les opérations mathématiques, pour certains, là, pas tout le monde qui a ça, mais ce sont des effets qu'on peut remarquer chez certaines personnes qui ont des troubles d'apprentissage.
Difficulté à passer des examens, soit des examens de sanction des études, soit des examens en vue de promotion dans une entreprise. Difficulté avec la perception des pairs aussi. Alors, ça fait que la qualité de vie, autant aux études qu'au travail, est des fois pas très bonne pour certaines de ces personnes-là. Problème de concentration, de compréhension, de mémorisation, difficulté à prendre des décisions aussi, incertitude. Alors là, je vous donne une série de caractéristiques pour l'ensemble des troubles. Il ne faut pas généraliser. Même pour un même trouble, les manifestations peuvent être très différentes. Non-respect des échéances et des retards. Alors, certains, on verra lesquels, peuvent avoir des difficultés avec ça. Désorganisation structurelle au niveau des tâches, donc manque d'organisation, manque de planification. Baisse d'intérêt ou de participation pour les discussions, les travaux d'équipe, les discussions en groupe et pour les études et le travail en général. Alors, l'intérêt n'est pas soutenu parce qu'on a peu d'estime de soi, puis parce qu'on n'est pas très habile, donc on manque d'intérêt. Quelques petits mythes autour de ça. Alors, on pense souvent, dans la population en général, on associe souvent un trouble d'apprentissage ou un trouble autistique à un manque d'intelligence. Alors, il y a seulement quelques noms ici, mais je pourrais vous en fournir une longue liste de personnes très connues, notamment Albert Einstein, qui souffraient de troubles. Alors, il y a beaucoup de personnalités très connues, de savants, qui souffraient de troubles. Les troubles sont guérissables. Alors, je le disais tout à l'heure, il n'y a aucun remède pour les guérir. Ils sont permanents, persistants, et ce qu'on doit viser, c'est un soulagement des symptômes et surtout un développement de stratégies utiles tout au long de la vie. Les personnes ayant un trouble sont toutes pareilles. Alors, il y a différents troubles qui amènent différentes difficultés, qui suscitent différents besoins. Mais même pour un même trouble, les manifestations peuvent être très différentes. Donc, attention à la généralisation. Les accommodements. Alors, un accommodement, c'est une adaptation, un aménagement qu'on va faire à l'école ou en classe ou sur le marché du travail pour pour mettre la personne au même niveau que tout le monde. Alors, les troubles dont on parle aujourd'hui, alors ces grands troubles invisibles-là, il y en a d'autres, là, mais ça, ce sont les plus courants. Les troubles de santé mentale. Alors, il y a des grandes classes de troubles de santé mentale, troubles anxieux, troubles de l'humeur, troubles de la personnalité limite notamment, borderline, troubles alimentaires. Les troubles du spectre autistique. Alors, on entend souvent parler du syndrome d'Asperger, mais il y a aussi des autistes qui n'ont pas de déficience intellectuelle, donc qui ont au contraire une intelligence assez remarquable. Les troubles du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Les troubles d'apprentissage, donc dans les troubles d'apprentissage, on met souvent beaucoup de choses dans la catégorie de troubles d'apprentissage. Les troubles d'apprentissage, ce sont les troubles d'apprentissage de la lecture, dyslexie, troubles d'apprentissage de l'orthographe, de la grammaire, dysorthographie, troubles d'apprentissage du calcul, dyscalculie, et troubles d'apprentissage de l'écriture, de la graphie, dysgraphie. Alors, il y a 4 grands troubles d'apprentissage et trouble développemental, syndrome Gilles de la Tourette, que vous devez connaître, et le trouble du langage, la dysphasie, trouble de la communication du langage, mais de la communication réceptive ou expressive, et c'est la communication orale. Ce n'est pas la communication écrite, mais c'est la communication orale qui pose problème dans ce cas-là. Alors, cet ensemble de troubles-là, on les retrouve de plus en plus dans nos établissements, en formation professionnelle, dans les cégeps et dans les universités même. Comme ça n'a rien à voir avec les capacités intellectuelles, dans toutes ces personnes-là, il y en a qui ont une faible capacité intellectuelle et il y en a qui ont une très forte capacité intellectuelle. Et il y en a plusieurs, la majorité sont dans la moyenne. Donc, ils peuvent faire des études et ils sont admis d'établissement en établissement dans leur cheminement sur la base de leur dossier scolaire. Dans un cégep, par exemple, ils sont admis sur la base de leur dossier scolaire. Alors, s'ils ont les notes, ils peuvent entrer dans le collège et ils n'ont aucune obligation de le dire, de divulguer qu'ils ont un trouble. Donc, ils peuvent entrer et on ne saura jamais.
mais ils peuvent choisir aussi de le dire parce qu'ils ont besoin d'aide. Alors, les troubles de santé mentale, on va voir rapidement qu'est-ce que c'est chacun de ces troubles, mais vous pouvez, il y a des sites, je pourrais vous donner des références aussi pour des sites pour aller plus en profondeur dans chacun de ces troubles-là. Donc, santé mentale, troubles anxieux, le trouble obsessionnel compulsif, par exemple, trouble d'anxiété de performance, trouble de l'humeur, la dépression majeure, trouble de la personnalité limite, trouble psychotique comme la schizophrénie, trouble de l'alimentation, anorexie, et trouble de la consommation de substances. Alors, il y en a plusieurs là-dedans, mais ce sont les grandes classes de troubles de santé mentale. Qu'est-ce que ça implique, un trouble de santé mentale? Alors, c'est une interaction entre des facteurs biologiques, des facteurs psychologiques et des facteurs contextuels. Les facteurs biologiques inhérents à la personne, les facteurs psychologiques, les relations avec les autres, ça entre là-dedans, les émotions et le contexte. Donc, ces trois éléments-là qui interagissent ensemble vont influencer la personne dans son fonctionnement et dans son cheminement. Les troubles du spectre autistique. Ces troubles-là impliquent, ce sont des personnes qui ont de grandes forces, ce sont des personnes qui, une fois qu'on a un accompagnement de base, il y a des organismes qui s'occupent de placement en emploi strictement pour ces personnes-là, très spécialisés, de soutien à l'emploi, puis de soutien au maintien en emploi aussi. Ces personnes-là ont des grandes forces et quand ils se trouvent leur bon créneau, leur bon endroit, ces personnes-là font des employés merveilleux parce qu'ils sont très méthodiques. Ils ont une grande capacité à apprendre et ils ont de la facilité à travailler de longues heures sans être fatigués. Ils sont concentrés facilement, ils sont vraiment... En contrepartie, ces étudiants, ces personnes-là ont de grandes difficultés dans les relations interpersonnelles, dans la communication, dans les relations. Donc, dans du travail qui implique un lien avec le public, tout ça, c'est plus difficile pour ces personnes-là. C'est pas impossible, par exemple, mais c'est beaucoup plus difficile. Ce sont des personnes qui ont aussi une hyper ou une hyposensibilité. J'ai vu beaucoup plus souvent une hypersensibilité au toucher, par exemple, ou auditif. Alors, ce sont des personnes qui ont des champs d'intérêt spécifiques aussi. Alors, ils vont creuser un sujet, ils vont avoir une passion très importante. J'ai un étudiant, par exemple, qui est un féru d'histoire. Alors, c'est très intéressant parce que cette personne-là a des grandes difficultés à fonctionner à l'école, mais le jour où il est venu dans mon bureau, puis je dis je m'en vais passer 3-4 jours à Boston, bien ça, il s'est assis, puis il m'a fait un cours sur l'histoire de Boston. Difficulté aussi à s'adapter et à généraliser. Alors, ça reste toujours un défi pour eux. Ce qu'ils apprennent dans un contexte, ils vont avoir de la difficulté à le transposer dans un autre contexte. Alors, le déficit de l'attention, on pensait que c'était pour les tout-petits, pour qui on est obligé de mettre des balles de tennis sous les pattes des chaises et puis à qui est-ce qu'on va donner ou est-ce qu'on ne donnera pas du Ritalin? Alors, il y a eu des gros débats là-dessus, il y a eu des grosses discussions là-dessus, mais on s'est rendu compte que le déficit d'attention se poursuit jusqu'à l'âge adulte. Alors, il y a déficit d'attention pur, sans hyperactivité. Il y en a avec hyperactivité et il y en a avec impulsivité. Donc, et dans la population générale, de ces trois types-là de déficit d'attention, il y a de 3 à 12 % de la population en général qui ont des troubles, un de ces troubles-là. Alors, c'est énorme, il y en a beaucoup. Ce qu'on remarque, c'est à l'âge où vous les recevez dans vos classes, ces personnes-là, souvent, l'hyperactivité diminue. Alors, ça ne paraît plus. Alors, ça grouille un peu en dedans, mais en dehors, ça ne paraît plus. Donc, ça nous induit en erreur parce qu'on se dit, mais là, il me dit qu'il y a un déficit d'attention, mais c'est pas vrai, il n'y en a pas. Alors, ça nous induit en erreur, mais la personne a quand même des difficultés dans l'organisation, la planification, dans la gestion de son agenda.
conséquemment dans la gestion de son stress. L'estime de soi aussi est difficile. Arriver à l'heure, ce sont des personnes qui perdent facilement leurs choses. Alors, pour vous mettre un petit peu dans l'esprit de ce que peut donner un déficit d'attention, je demanderai à quelqu'un d'être volontaire pour lire quelque chose à l'écran. Alors, vous lisez tout haut ce que vous voyez. OK. Maintenant, vous allez relire, mais vous allez parler un petit peu plus haut. Ça nous demande beaucoup plus de concentration quand on lit ça que quand on lit le précédent. Alors, la personne qui a un déficit d'attention va avoir beaucoup de difficulté à faire un exercice comme ça parce que elle est distraite, elle a la difficulté à fixer son attention et la couleur vient la distraire du mot écrit. Donc, de la difficulté à faire des tâches plus complexes qui demandent une attention divisée, une attention ou d'inhiber les couleurs pour se concentrer sur les mots écrits. Alors, on l'a dit tout à l'heure, des difficultés du trouble du déficit de l'attention, organisation, planification, concentration, durée de l'étude. Donc, durée de l'étude, ça leur prend du temps. Mémorisation, et c'est sûr, quand on est moins attentif, on mémorise moins. On mémorise beaucoup plus facilement des choses sur lesquelles on prête attention. Il faut prêter attention pour mémoriser. Et l'attention divisée, ce qu'on a vu un petit peu tout à l'heure. Alors, les troubles d'apprentissage, ce sont des troubles qui affectent l'acquisition des connaissances, un trouble d'apprentissage, donc acquisition des connaissances et des compétences, l'organisation, la rétention, la mémoire aussi, la compréhension et le traitement d'informations. Alors, ça influence toutes ces fonctions-là, qui sont des fonctions essentielles pour toute personne, mais particulièrement pour tout étudiant. Et, on le répétera jamais assez, très distinct de la déficience intellectuelle. Ce qui arrive avec les étudiants qui sont tout petits, qui sont pris en charge, qui voient une orthopédagogue, qui travaillent, ils développent des stratégies et ça fonctionne généralement assez bien. Et il y en a qui ont des notes faibles, mais qui réussissent à passer au travers. Et si vous arrivez dans vos cours, c'est parce qu'ils ont bien réussi ces étapes-là. Quand ils arrivent dans vos cours, quand ils arrivent au cégep, ils ont la demande en lecture, en écriture, la demande en mémorisation est tellement plus forte que ce ne l'était dans les études précédentes, que les stratégies qu'ils avaient développées au primaire et au secondaire ne sont plus suffisantes. Ça ne fonctionne plus. Une personne, par exemple, qui est dans un domaine technique et qui n'a pas besoin de beaucoup d'écriture, bien, c'est sûr que quand elle va devoir faire des rapports, même si ce n'est pas très long, bien, elle va peut-être avoir besoin de ces outils, puis toute sa vie, elle va avoir besoin de se référer à un correcteur pour que les personnes soient au moins capables, ses collègues soient au moins capables de lire son rapport, ses collègues ou son patron soient au moins capables de lire ses rapports. La dyslexie, c'est une difficulté donc, la personne va avoir de la misère à décoder, à faire une correspondance entre le graphème, ce qui est écrit, et le phonème, ce qu'elle lit. C'est une difficulté importante et qui se répercute dans toutes les matières, parce que dans toutes les matières, on a besoin de lire. Pour ces personnes-là, il y a deux grandes difficultés. C'est la lenteur de lecture, on a vu, c'est long lire comme ça, et la précision de la lecture. Donc, deux grandes difficultés qui font que la personne, c'est tellement long de lire, c'est tellement imprécis, que ce qu'elle lit, ça fait plus de sens. Quand on lit, si je vous demandais de résumer, ça serait peut-être... mais quand une personne a un grand texte à lire, et en plus, c'est que ces personnes-là n'ont jamais de plaisir à lire. On a plus ou moins, on a des goûts là-dedans, on a plus ou moins un certain plaisir à lire certaines choses, mais ces personnes-là, tout ce qu'elles lisent, c'est un travail ardu. Alors, c'est jamais le fun. Lire, c'est pas le fun. Aller à l'école, c'est pas le fun. Apprendre, c'est pas le fun. Elles sont tout le temps dans l'apprentissage et quand on leur donne des moyens
pour s'en sortir, bien, elles doivent apprendre ces moyens-là aussi. Elles doivent rencontrer une orthopédagogue quand ils sont plus jeunes, orthophonistes, des personnes qui vont les aider, les soutenir dans leurs études. Alors, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup plus de temps pour faire la tâche, mais aussi beaucoup plus de temps pour arriver éventuellement à la faire mieux. Une des possibilités que vous avez comme enseignant, c'est d'essayer de voir dans ces 10 pages-là, est-ce que je pourrais enlever quelques pages? Est-ce qu'il y a quelques pages qui sont plutôt accessoires et que la personne pourrait avoir quelques pages de moins à lire? Ensuite, il y a des technologies qui vont aider. Donc, oui, il y a des technologies, il y a des ateliers aujourd'hui là-dessus. Et ça se développe énormément, ça. Des technologies, par exemple, qui font que la lecture peut être faite par ordinateur. Donc, le texte va être scanné, pas celui-là, là, mais le bon texte, celui-là, va être scanné et va être envoyé à l'ordinateur l'ordinateur va lire, donc via une synthèse vocale. Donc, c'est une voix un peu robot. Dont on peut ajuster la vitesse, mais les personnes, donc, vont soit écouter seulement, soit lire en même temps qu'écouter, écouter pour soutenir leur propre lecture. Le site sur lequel vous allez pouvoir avoir beaucoup d'études de logiciels coûteux, moins coûteux et gratuits, c'est le site du groupe de recherche AdaptTech, T-E-C-H. Alors, c'est un groupe de recherche qui est basé au cégep Dawson à Montréal. Et ils ont fait non seulement un répertoire, mais une analyse de plusieurs aides, et incluant des aides non coûteuses. Donc, les accommodements. Les accommodements, il faut comprendre que c'est toujours une voie à deux sens. C'est toujours quelque chose qui se fait de part et d'autre. À l'âge où les étudiants arrivent dans vos classes, ils sont des adultes, des jeunes adultes. Des fois, on ne les trouve pas très adultes, mais ce sont quand même des jeunes adultes et ils doivent exprimer leurs besoins, ils doivent dire ce qu'ils ont eu dans le passé comme accommodement et ils doivent collaborer avec vous, avec l'établissement. S'il y a une personne qui est nommée pour s'occuper de recevoir ces personnes-là, un conseiller pédagogique ou une spécialiste ou une éducatrice qui est embauchée dans vos établissements pour s'occuper de ces personnes-là, doivent collaborer avec vous. Donc, pour tous les troubles dont on a parlé, il y a une liste d'accommodements très grande et technologique et pratique. Accompagner la personne en classe, de l'aide aux devoirs. Alors, il y a une série d'aides là, qui ont été développées. Ça, vous pourriez avoir ça sur le site du Cégep du Vieux-Montréal ou sur le site du Cégep de Sainte-Foy. Je pense que vous auriez une bonne idée du nombre d'accommodements et de ce que sont ces accommodements-là dont je vous parle brièvement. Ça doit être un accord mutuel entre l'enseignant ou l'employeur et l'étudiant ou l'employé. On doit examiner l'ensemble des choix, parce que toujours une possibilité, un choix qu'on peut faire parmi plusieurs accommodements. Des fois, ce qu'on pouvait fournir comme accommodement au secondaire ou au primaire, rendu en AFP, rendu au cégep, ça ne fonctionne plus, on ne peut pas utiliser ça pour toutes sortes de raisons. Alors, il faut voir ce qu'on a comme panoplie et faire un choix dans ça. Un choix commun. Et il faut que cet accommodement-là soit mutuellement satisfaisant. Alors, si on vous demande d'accorder, par exemple, plus de temps pour un étudiant quand il fait ses examens, si vous avez l'habitude, à chaque début de cours, de donner un petit quiz de 10 minutes, bien, dans cette situation-là, ça ne peut pas fonctionner. Donc, on ne peut pas accorder plus de temps à l'étudiant pour un petit 10 minutes comme ça. Ça n'a aucun sens. Ils vont manquer une partie du cours qui vient après. Alors, dans ce cas-là, ça ne se fait pas. Mais à ce moment-là, on lui donne un outil pour qu'il puisse faire son examen avec ses outils. À partir du moment où il a ses outils, et là, il est corrigé comme tout le monde. Alors, une personne, par exemple, qui aurait... Le principe, c'est qu'une personne qui aurait droit à son portable avec antidote, quand il rédige quelque chose, si vous enlevez 10 de la totalité de l'examen pour les fautes de français, bien, cette personne-là, on va l'enlever aussi si elle a son antidote, son portable. Mais si elle ne l'a pas, à ce moment-là, il faut faire un compromis sur la pénalisation, la pénalité qu'on impose aux fautes de français.
Il faut penser aussi qu'un seul accommodement ne répondra pas à tous les besoins. Donc ça nous amène vers une approche de la personne, une approche par besoin. Donc on regarde la personne, l'ensemble des besoins de la personne, et c'est à ça qu'on répond. On ne répond pas au handicap, à la situation de handicap, aux troubles, on répond aux besoins de la personne. Donc, une connaissance des troubles, de ces grands troubles-là dont on a parlé, de leurs effets sur les tâches à accomplir, des besoins suscités par la conjonction entre les caractéristiques de la personne, du trouble, et la tâche à accomplir, plus la connaissance de tous les accommodements qui sont possibles, bien, ça va nous donner des meilleures stratégies d'intégration de ces personnes-là dans nos établissements et éventuellement dans des milieux de travail et dans notre société en général. Un des derniers points que je voulais aborder, c'est le point de la divulgation. Les étudiants, c'est pas facile de... Puis on a tous des choses qu'on n'aimerait pas voir divulguées. Quand on a un trouble de santé mentale, quand on a un trouble invisible, quand on a un trouble, même les troubles autistiques, des fois, ils sont plus à l'aise d'en parler, ces étudiants-là. Mais il y en a, parmi tous ces étudiants-là dont je parle aujourd'hui, qui ont été très stigmatisés au primaire, au secondaire. Quand ils arrivent en FP, là, ils veulent passer inaperçus. Ils veulent être anonymes. Ils ne veulent pas le dire. Alors, là aussi, on a une éducation à faire à l'étudiant parce qu'on a à lui montrer les avantages qu'il aurait à divulguer, alors que lui, souvent, il ne voit que les inconvénients. Et il y en a des inconvénients à divulguer. Dans notre société, il y en a encore, malheureusement, beaucoup d'inconvénients à divulguer quelque chose qu'on ne voudrait pas que tout le monde sache. Et pour nous, enseignants ou employeurs, bien, quand on remarque des problèmes de performance, puis qu'on ignore l'existence d'un trouble, bien, on n'a pas toutes les informations, puis on ne peut pas, sans le savoir, on ne peut pas donner des mesures d'aide ou donner un soutien à la personne. Alors, c'est ça qu'il faut amener l'étudiant à comprendre. Mais ça se fait dans une certaine forme de sécurité. Alors, plus l'établissement, la classe, donc c'est important aussi de nommer. Si vous savez que vous avez dans vos classes certains... Puis souvent, on en aura de plus en plus. Donc, souvent, dans nos classes, c'est pas rare d'avoir au moins une personne, un étudiant, qui a un trouble, un de ces troubles-là. Alors, si vous nommez votre ouverture, si vous nommez l'ouverture de l'établissement dans lequel vous travaillez, bien, déjà, ça va rassurer, ça va créer un sentiment de sécurité nécessaire à ce que la personne qui a un trouble collabore avec vous pour l'établissement d'accommodement. Ce qui est très difficile pour la majorité de ces étudiants-là, c'est l'estime de soi, j'en ai parlé au début, mais tout le stress que ça implique. Est-ce que je vais le dire? Est-ce que je ne le dirai pas? Comment on va prendre ça? Est-ce que le prof va accepter? Est-ce que je vais avoir mes mesures d'aide? Alors, beaucoup de stress relié autour de l'école, relié autour de la participation à une vie scolaire, à une vie de travail, puis à une vie en société. Alors, beaucoup de stress. J'ai eu un étudiant qui m'a dit à un moment donné, « Est-ce que vous êtes stressé des fois? » Oh, j'ai dit oui, très souvent. Et il m'a dit, bien, pensez à vous stresser et multipliez par 10. Vous allez un peu comprendre ce que je vis. Et je trouvais ça très... Et j'ai pas de misère à croire ces étudiants-là parce que je les ai vus souvent dans un état de stress. Ça s'ajoute ça au trouble, ça s'ajoute ça à la faible estime de soi. Et ça fait que ça donne encore plus de sens à notre métier d'enseignant, à notre métier d'accompagnement de personnes qui veulent se développer et participer socialement. Les stages, c'est une grande question. La question des stages, c'est une grande question pour tout le monde. Et on est encore à travailler là-dessus pour trouver des façons de permettre à la personne d'aller en stage, nous permettre aussi de fournir des bons stagiaires pour garder nos milieux de stage aussi et donner tous les outils à la personne. En milieu de stage, les accommodements sont encore possibles, sont toujours possibles. Il faut que la personne accepte. Alors là aussi, on a une démarche souvent à faire à la personne parce que des fois, bon, ils ont fini par accepter de le dire, de divulguer leur état,
aux professeurs, à l'école, à l'établissement. Mais rendu au stage, bien, c'est une autre transition. Alors, à chacune de ces transitions-là, ils vont remettre en question. Ah bien là, si je le dis, le stage est encore plus près du travail. Là, j'ai une chance de repasser, de retourner à l'anonymat. Alors, souvent, ils vont utiliser cette occasion-là pour retourner à l'anonymat. Donc, on a une démarche à faire bien avant le stage. On a surtout aussi, comme enseignant, souvent, on a une espèce de, je dirais, pitié ou on a une espèce de préjugés favorables ou on donne des chances à ces étudiants-là. On fait tout ça. Et souvent, on les fait passer là où on ne ferait pas passer d'autres étudiants. Alors, il faut que nous, comme enseignants, on se sente à l'aise de dire on a un niveau de compétence et il ne faut pas donner des diplômes à rabais, il ne faut pas changer. On donne des outils, on réduit la charge de lecture, mais les compétences finales doivent être les mêmes. Et ça, ils doivent le comprendre très rapidement. Alors, souvent, ce qui arrive, j'ai vu ça souvent, on fait passer, tout juste, là, mais on fait passer l'étudiant, puis oups, il se retrouve en stage. Là, ça ne marche plus. Mais l'étudiant, on le fait passer tout le temps, très, très juste, là. À 59 on le fait passer. Mais on a tous une responsabilité, je dirais, collective pour ça, là. Alors, il faut faire attention, puis il faut les prendre dès le début, parler des stages, particulièrement avec ces étudiants-là, dès le début de leur formation.